moi, je peux parler que pour moi-même, pour ce que j'ai vécu. J'ai pas été heureuse avant d'avoir trouvé vraiment qui je voulais être. Je cherche encore, hein, parce que c'est un long cheminement de trouver vraiment comment on veut être, parce qu'on change tout le temps. Mais jusqu'à temps que j'ai dit ça, j'aime pas, et que je le dise et j'affirme non, c'est pas moi, je veux pas être comme ça. Avant ça, j'étais dans une sorte d'illusion, une sorte de vie au-dessus de ma vie. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Bonjour Benel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de te déplacer jusqu'ici, parce que je sais que tu habites un petit peu loin, et en plus que tu reviens de très très loin, Ouais. là. Donc, en tout cas, merci. Tout d'abord, j'ai une question qui peut paraître banale. C'est savoir comment tu vas aujourd'hui. Oh, waouh. Ouais, en vrai, il y a eu tellement de trucs là, la dernière année. J'ai eu un bébé là, il y a 4 mois. Donc là, il est petit. Et c'était une année de grands chamboulements. Donc ça m'a, ça m'a tout remis en perspective récemment. Grand chamboulement par rapport à la naissance ou par rapport à d'autres chamboulements aussi? En fait, je dirais quand tu as un bébé, c'est que tu remets tout en question. Et j'ai tout remis en question. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Pour qui je le fais? Et surtout, le métier de chanteuse, artiste sur scène, c'est... Je me montre, je partage ma vie. Et j'avais besoin de savoir dans quelle direction je voulais justement aller pour pas que ça ait d'impact négatif sur moi et donc sur mon enfant. Et puis surtout, c'est un gros changement physique, émotionnel, familial. Donc gérer tous ces changements, plus gérer une carrière, c'est énormément de travail. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Pendant plusieurs mois, je me suis mis en off parce que j'avais beaucoup de... Je me sentais pas assez forte. Franchement, c'était une épreuve. Donc là, aujourd'hui, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau parce que tout était à réajuster de mon côté pour ma famille, pour mon travail, mon couple, ma vie moi perso, mon corps, mon état d'esprit. Et là, je dirais que là, ça va bien. Les nuits et tout, c'est pas trop difficile? Non, on est deux, donc ça va. T'as beaucoup d'aide quoi, de la Ouais. part du... Ah bah c'est bien, c'est pas toujours le cas, hein. Mm. Pour certaines. Non, je plaisante, je parle pas pour moi. Donc du coup, tu arrives à gérer quand même le quotidien Ouais. avec cette nouvelle vie? Ouais. Surtout quand on est deux, ouais. Le fait d'être solo, c'est plus compliqué, mais nous, on est assez soudés et on se répartit les tâches. Et puis, j'ai mon chéri qui me suit quand je voyage. Donc, on a les tatas qui gardent le petit, donc ouais, ça va bien. Et du coup, lui, il est dans le même milieu que toi ou rien à voir? Non, lui, rien à voir. Il est pas du tout dans la musique. Ok. Non, parce que s'il peut se permettre de te suivre, Oui, parce qu'il a un travail qui fait qu'il peut travailler à distance. Donc, ok. il y a moyen pour lui de juste voilà, prendre son ordi et puis de me suivre. Ok, bon, bah c'est au top. Moi, j'ai 3 filles, donc je sais ce que c'est. Après le premier enfant, c'est vrai que c'est toujours différent. On ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est tout nouveau et tout. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu ma fille. Bon, après, moi, je suis un peu psychopathe, hein. J'ai pris un cahier et je notais, aussi au bout de quelques mois, je notais en fait les heures de prise de biberon. Ouais. Au Tous début, ces je faisais trucs-là. ça. Ouais. Ouais, je notais tout. La couche, le biberon, vraiment tout. Je l'ai changé, je l'ai pas changé, je lui ai enlevé des habits, remis le bain. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de trucs. Ça sert à rien d'être psychorigide, parce que finalement, c'est pas si important que ça. Au début, je stérilisais les biberons, mais à chaque fois. Puis après, c'est une fois sur deux. Puis après, c'est une fois sur trois. Puis après, en fait, c'est une fois par jour. Et non, il va bien. Bon, bah tant mieux. Quand tu as annoncé la naissance de ton fils sur Instagram, parce que tu l'as annoncé là-bas, hein, Ouais. tu as dit le renouveau de ma vie, de notre vie, le petit prince de l'amour, celui qui change tout. C'est ce que tu as ressenti Ouais. à ce moment-là? Ah ouais, clairement. Si tu veux, c'est depuis que je me suis mis dans la musique en fait en 2018, il y a eu
énormément de hauts, de bas, de changements, que ce soit pour la musique ou que ce soit pour ma vie personnelle. Et quand j'ai eu mon petit, il s'appelle Elio Shems. Quand j'ai eu Elio, c'était vraiment comme une lumière, une remise en question totale. Et ça a fait un renouveau. C'est que j'ai pris une nouvelle direction en ayant le courage de laisser ce que je voulais plus. Parce que quand j'avais pas d'enfant, j'avais une sorte de force pour encaisser tout, que ce soit des choses bien et encaisser des choses moins bien, qui me déplaisaient, des comportements, des attitudes, des paroles, des situations avec la famille, des situations avec la musique. Et là, le fait d'avoir un enfant, ça m'a fortifiée de l'intérieur et j'ai eu plus d'audace pour dire, bah non, en fait, ça, j'accepte pas et ça, je tolère pas. Et c'est une question d'affirmation. Plus de courage pour affirmer une identité et puis pour aussi s'y tenir. Pas simplement dire, voilà, je suis comme ça et j'ai envie de vivre ma vie de telle manière et après flancher à la moindre remarque d'un proche ou d'un ami. Là, c'est beaucoup plus béton, mes Ouais, positions. En fait, c'est comme une prise de conscience de vas-y, j'ai pas le temps. Exactement. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire qui sont plus importantes. Donc là, il faut que ce soit solide, il faut que ça tienne, il faut que ça avance. Donc je peux pas laisser des parasites autour. Donc que du positif, positif et de l'ambition, du projet. Parce qu'en fait, si je commence à regarder ce qui va pas ou à écouter les choses qu'on me fait, des remarques, je vais pas me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Et il y en a des choses à faire quand t'as un gosse. T'as toute une vie de famille à construire. Donc là, c'est focaliser sur la construction et pas sur la critique. Bah, c'est bien, alors c'est que du positif. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu dis, que tu sais plus faire la part des choses maintenant, Ouais. avec la naissance. Et qu'est-ce que le fait de devenir maman a changé dans ta vie? Sur plusieurs aspects. En vrai, au début, j'avais du mal. Je ne me rendais même pas compte que j'étais maman parce que c'est une sensation, c'est glorifiant, c'est un honneur. Et comme mon estime, elle a été très attaquée pendant la grossesse, même avant, j'avais pas de... Je me sentais même pas légitime. Pourquoi elle a été attaquée? Oh, bah, sincèrement, c'est une histoire de fou, mais si tu veux, moi j'ai grandi avec des valeurs, enfin une famille avec certaines valeurs, et puis tu sais, c'est un peu compliqué d'être là, d'être chanteuse, d'enlever le turban, d'être un peu, on va dire, out of the box, et puis de ne pas être critiquée, ou d'être critiquée et de refuser de l'entendre, c'est très difficile. Donc pendant la grossesse, en étant vulnérable, en étant hypersensible, euh, j'ai très mal vécu le fait d'être mise à l'écart par rapport à cette différence que j'ai. Une différence sur tous les points. Sur la façon de penser, une différence culturelle, parce que mon chéri, lui, il est français. Et puis ben voilà, nous on est issus de culture arabe, musulmane, donc rien que ça c'est déjà un clash. Et c'est ça qui était le plus difficile pour moi. Là, tu veux dire, tu as été mise de côté de la part de tes proches? Ouais, en quelque sorte, ouais, c'est ça. Mise de côté parce que je fit pas dans leur case, dans leur idéal. Et puis surtout pendant une grossesse, le plus important c'est d'avoir du soutien familial. Moi ça a été un peu mis à la trappe. Et c'était pas trop dur à gérer émotionnellement? Si. Et physiquement aussi? Ouais. Si, bah, physiquement, déjà, parce que Ouais, ma grossesse, j'avais pris quand même 20 kilos. Hein. Et t'as tout perdu? Il faudra que tu me donnes tes secrets. J'ai tout perdu après, mais voilà, le poids qui monte, la famille qui soutient pas, la musique très difficile de chanter. Parce que une fois que l'accouchement est arrivé, ma voix, elle a changé. Je me suis retrouvée avec une voix un peu plus grave, donc réajuster tous mes titres. Je chante, mais je sens que voilà, c'est pas comme avant. Il y a un truc qui est plus grave. Ça me perturbe, ça me déstabilise.
Et toutes ces choses mis bout à bout, c'est toute la journée, ça tourne dans ma tête. Alors, quand j'ai écouté tes interviews, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que quand tu parles de ton enfance, tu parles souvent de la crainte, de la façon dont tes parents vont prendre les choses, notamment le fait que tu fasses de la musique. Ouais. À quoi était due cette crainte? Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je fais de la musique en public et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler, des filles surtout, qui sont venues me parler en disant ouais, tu sais, j'ai du mal à vivre ma vie comme je veux, j'ai du mal à faire de la musique parce qu'on me dit que c'est pas bien, parce que c'est mal perçu. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette ambiance un peu de... C'est pas de l'humiliation, c'est de la non-considération. On te considère pas pour ce que t'es, on attend que tu deviennes ce qu'on veut que tu sois. Et j'ai fait un TED Talk l'année dernière et j'expliquais justement dans le TED que le fait de se soumettre à la volonté des autres, on en oublie sa voix. On n'a plus de voix. On va suivre la voix de quelqu'un ou la voix qu'on nous dit de suivre. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années pour avoir la paix, pour avoir l'approbation. Et cette approbation de la famille, c'était pour moi essentiel pour exister. Un peu comme si j'ai leur approbation, bah c'est bon, je suis tranquille, c'est validé. Et là, ça veut dire que je vaux quelque chose. Et j'oubliais l'essentiel, c'est que la première approbation à avoir, c'était la mienne. Est-ce que ma vie comme elle est, je la valide? Et si je la valide pas, ben, qu'est-ce que je veux changer? Mais juste ce chemin intellectuel de me dire, est-ce que je veux changer ma vie, je ne me l'autorisais pas. Je me disais que c'était impossible de prendre en main ma propre vie, puisqu'il y avait déjà des règles qui étaient définies et que moi, j'ai rien à dire, j'ai pas mon mot à dire sur ce qui est normal de faire. Et là, je me suis perdue dans ce que je dis, mais tout ça pour dire que j'ai jamais eu de famille qui me soutenait dans ce que je faisais. Dans tes ambitions, dans ta passion, Dans tout, pas que dans la passion de la musique, dans l'identité. Quand tu es une femme en France, avec une origine arabe musulmane, c'est comme si tu n'as pas le droit de changer. Tu n'as pas le droit de dire « Ah, vous savez quoi, voilà, moi je réfléchis. Ah, j'aime bien ça. Ah, ça me parle. Ça me parle moins. J'ai envie de tester ça. Puis j'aimerais bien essayer de voir si ma vie, elle peut être comme ça. » Et ça, tu vois, moi j'avais la sensation que t'as pas le droit. Il faut que tu sois toujours dans la même catégorie, dans la même façon de faire, dans le consensus, dans la communauté, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et quand l'individu essaie de se démarquer, de faire autre chose, parce que bah, ça lui correspond pas la majorité, on le critique et on lui dit ben non mais là, c'est pas ça qu'on veut pour toi, reviens dans les rangs. Et moi, ça m'a toujours fait beaucoup de mal. Et tu ne penses pas que c'est pas lié aux origines, que c'est lié justement aux traditions, en fait, à la famille? Par exemple, tu vas chez des bourgeois du 16e, bah, la voie tracée des enfants, c'est tu vas être médecin comme ton père, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Si tu veux faire du rock ou du rap ou X ou Y chose, bah, tu vas être rejeté de la même façon. C'est pas, moi, de mon point de vue, hein, tu vois, c'est pas forcément lié bah, à ta religion, à tes origines. Non, je pense qu'il y en a partout. Il y a dans tous les niveaux sociaux, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Quand on connaît quelque chose, on a envie de s'y tenir. Et moi, voilà, il s'avère que c'était cette voie-là. Et que j'ai eu une famille qui voulait vraiment rester dans sa voie. Mais je pense qu'il y a la même chose partout. Seulement, il faut avoir le courage d'être qui on veut être. Ça semble bateau de dire ça. On entend tout le temps des phrases du style be yourself, sois toi-même. Mais en vrai, quand on creuse ces phrases-là, chaque individu est unique. Et c'est dans cette authenticité, dans le fait d'être unique, qu'on trouve sa joie et son bonheur. Et moi, je peux parler que pour moi-même, pour ce que j'ai vécu. J'ai pas été heureuse avant d'avoir trouvé vraiment qui je voulais être.
je cherche encore, hein, parce que c'est un long cheminement de trouver vraiment comment on veut être, parce qu'on change tout le temps. Mais jusqu'à temps que j'ai dit ça, j'aime pas, et que je le dise et j'affirme non, c'est pas moi, je veux pas être comme ça. Avant ça, j'étais dans une sorte d'illusion de ma personne, une sorte de vie au-dessus de ma vie. Oui, c'est qu'on suit ce que les parents veulent ou ce que la famille veut, ce que les traditions veulent. Après, c'est vrai que pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire pour les enfants. Parce qu'ils veulent... Toute personne pense avoir la C'est ça. vérité, et toute personne pense détenir la meilleure voie, la meilleure vérité, mais au final, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plein. Il y a plusieurs vérités. Le tout, c'est d'accepter que chacun voit les choses d'une manière, du moment que ça te fait plaisir, du moment que tu es heureux dans ta vie. Je vois pas pourquoi on pourrait pas choisir chacun une voie différente. Hmm. Alors, à l'école, toi, tu étais plutôt travailleuse ou flâneuse? Moi, j'étais travailleuse quand j'aimais, je m'en foutiste quand j'aimais pas. J'aimais pas les maths. Je m'en rendais malade au début, je voulais absolument réussir. Quand j'ai vu que je comprenais pas, j'avais pas la logique mathématique, j'ai laissé tomber. Et j'adorais les langues. Les langues, la musique, le sport. Ouais. Bon résultat et tout à l'école? Ouais, je dirais que ouais, j'étais bonne élève. J'aimais pas avoir des mauvaises notes, ça m'énervait. Je me comparais aux autres et puis je me disais, ah non, il faut que je travaille bien quand même. Alors, tu as 3 sœurs, il me semble. 4. 4 sœurs, bah tu vois, je me suis trompée. Il me semble, c'est quoi l'ambiance à la maison? Vous étiez plutôt complices ou vous... C'était des chamailleries? Ouais, on était bien complices parce que moi j'étais au milieu, donc mes grandes sœurs, elles s'occupaient de moi, elles me coiffaient, elles m'apprenaient plein de trucs. Et avec les deux petites, on jouait, on faisait plein de jeux, on sortait dehors. Franchement, on a eu une enfance heureuse, une enfance où on rigolait, on jouait, on sortait, pas compliqué quoi. Donc, toi, tu avais des sœurs, mais pourtant, tu te sentais souvent seule et incomprise. Ça c'est vrai. En fait, j'avais l'impression que je ressentais trop de trucs dans la vie. Je ressentais les gens, les événements. Et je savais jamais comment exprimer les choses sans chialer. Comme si je parlais et que je disais sincèrement ce que je ressentais, j'allais m'effondrer en pleurant. Et j'avais un peu cette honte de pleurer, de « Ah non, mais vas-y, ils vont me voir pleurer, puis ils vont me poser trop de questions, puis on va me dire « Mais pourquoi tu pleures ?» Du coup, je disais jamais rien. Et puis j'écrivais des chansons. Et puis je jouais du piano. Et c'était à quel âge ça? Ouah, ça commençait tôt, à 8 ans. Ouais, 8 ans, je commençais déjà à écrire des journaux intimes. Dès que j'ai su écrire, en fait. Hmm. Et j'écrivais toutes mes journées, j'écrivais ce que je pensais. Quand j'aimais pas mes copines à l'école, j'écrivais, voilà, je la déteste. Ouais, mais t'étais quand même... J'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de C'est colère. ça. J'étais une enfant colérique. Parce que en ce moment, c'est la mode, hein, mais on parle d'hypersensibilité. En fait, c'est pas pour suivre la trend, hein, mais en fait, moi, quand j'avais 10 ans, parce que j'avais appris à lire, j'étais toute petite, j'avais 5 ans. Et donc, j'avais une année d'avance sur ma scolarité. Et la maîtresse, elle avait dit, ça serait bien qu'elle saute le CP, parce qu'elle est un petit peu en avance quand même sur le programme. Elle va s'ennuyer en CP. Et j'avais de l'intérêt, mais un intérêt immense pour les planètes. Je voulais savoir tout sur les planètes, les étoiles. Et j'aimais lire. Et j'aimais avoir des discussions avec les grands, les CM2. Donc à chaque fois, j'avais envie d'aller vers ce qui était plus grand que moi. Hmm. Et quand j'avais 10 ans, ma mère, elle m'a amenée chez une psy qui m'avait fait un test. Et elle lui avait dit, votre fille, elle a une avance sur son âge. Et ma mère, elle me l'a pas dit. Parce qu'elle voulait pas que je me sente différente. Sauf que je me sentais déjà différente, donc ça m'avait pas aidée qu'elle me dise pas. Je comprenais pas pourquoi je m'entendais pas avec les gens de mon âge. Et elle me l'a pas dit. Et puis quelques années plus tard, elle me dit, non mais tu sais, en fait, le test, le résultat, c'était que t'avais plus que les enfants de ton âge. T'avais un truc comme genre 3 ans d'avance sur ta scolarité. Et là, je dis, ah, mais je comprends mieux alors. Et en grandissant, je me suis intéressée, je me suis penchée sur la question, puis j'ai lu tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les personnes HPI. HP, HPI, HPE, surdouées, zèbres, enfin comment on les appelle.
Et tout le listing, je me retrouvais, tu vois. Le fait d'avoir des pensées arborescentes. Tu commences un truc, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, puis au final, t'es parti dans un engrenage de pensées, t'arrives pas à te structurer. À l'école, c'était pareil, j'arrivais jamais à faire des dissertes, parce qu'une disserte, faut structurer ta pensée. Et moi, ma pensée, elle était déjà à droite, à gauche, en haut, en bas. Et l'hypersensibilité, moi, elle s'est exprimée en musique. Quand j'avais 7-8 ans, j'ai commencé le piano. Je l'ai commencé en autodidacte, tu vois, je jouais ce que j'entendais. Et je chantais ce que j'entendais. Et je comprenais pas pourquoi je parlais avec mes sœurs et puis elles voyaient bien que je savais jouer du piano. Puis elles me disaient, mais tu fais comment? Puis je disais, bah, je sais pas, c'est évident, tu t'entends pas la note? Moi, j'entendais des choses qui me paraissaient évidentes et que je remettais sur le piano. Puis elle me disait, bah non, enfin, j'entends, mais j'arrive pas à le remettre sur un piano. Et c'est là, petit à petit, que je me rendais compte qu'il y avait des petites spécificités qui me permettaient d'avoir voilà, des facilités clairement en musique. Dans le langage, j'arrivais à apprendre des langues très rapidement. J'apprenais des langues une après l'autre. Et Tu parles combien de langues? bah là, je parle français, anglais, arabe, espagnol. Et après, j'ai des langues que je lis, que je comprends, mais que je parle pas. Parce que chinois? J'ai fait chinois. Ni hao? Ni hao ma. Wohen hao? Nina? Woken hao. Comment on dit je vais bien? Là, tu attends. Woyen hao? Woyen hao, c'est ça. Ouais, je sais pas. J'avais Les fait chiens, les chiens, les le animaux, chat. manger. Et j'ai beaucoup aimé les langues parce que, tu vois, pour moi, c'était de la musique. Et tout était musique dans ma tête. Les oiseaux, la nature, même les émotions. C'est que ça arrivait à un point où, comme je me sentais souvent toute seule dans ma bulle incomprise, quand j'allais à l'école, je marchais, le bruit des pas, c'était de la musique, et je chantais sur le bruit de mes pas. Tu vois le truc? Genre j'étais comme ça, puis je faisais des rythmes carrément. Et quand je travaillais à l'école et qu'on devait faire on était en interro, je chantais. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, chute. Et tu vois, pour moi, c'était tout un monde, tout un univers. Donc je voyais pas la musique comme un hobby ou comme quelque chose d'ajouter à ma vie. Je le prenais comme une partie de moi. Et après, quand je grandissais et que je voyais que j'avais beaucoup de mal avec les relations sociales, moi, c'est ça mon souci de HP, on va dire, c'est les relations sociales. Parce que j'ai envie d'être super entière, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de parler, de dire les choses. Et tout ce qui est la manipulation, la malhonnêteté, l'injustice, je la comprends pas. Ça me passe au-dessus, puis souvent ça m'a porté, ça m'a porté préjudice, voilà, parce que je voulais tout le temps être honnête, tout le temps dire les choses. J'avais pas ma langue dans ma poche. Et on me disait à chaque fois, mais pourquoi tu parles, pourquoi tu dis, mais chut, tais-toi. Et en fait, c'était le flow, la spontanéité, j'étais très à l'aise à l'oral. Et ça, j'ai dû le canaliser dans ma musique. C'est marrant ce que tu dis par rapport à la musique, parce que moi je fais des cours de dessin, et c'est vrai que depuis que j'ai vu avec des profs, enfin mon prof, les formes et tout en dessin, après tu marches dans la rue où tu vois tout en fait en forme. Les carrés, les triangles, tu vois, les sphères, tu vois tout tout en forme, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu... Un peu comme moi, comme je vois tout en musique. Ouais. C'est rigolo, hier on était à Dubaï et puis il y a mon guitariste. Et c'est tout bête, hein, mais je me dis, il n'y a que quelqu'un qui pense comme ça qui peut le voir. Il y a le clignotant du taxi qui faisait... Puis il me dit, ah, ça c'est le rythme de la chanson de Gabriel Appeline. Genre, il a retrouvé le rythme d'une chanson qui est dans notre setlist parce qu'il a entendu le tic-tic, tu vois. Ça, je me dis, ça me fait sourire parce que c'est pas mon manager qui va me dire ça, c'est pas mon chéri qui va me dire, ah, t'as vu, c'est le même tempo. Enfin, c'est des trucs qui me rappellent que, ouais, moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. Tout est musique. Ouais, c'est vraiment les sensibilités, elles sont propres à chacun, quoi. Ouais, et ça, cette sensibilité-là de musique, elle est liée à l'HP.
C'est qu'il y en a plein, ils ont une sensibilité qui s'exprime différemment. J'ai ma sœur qui est pareille, qui est HP. Et elle bah, c'est plutôt dans le dessin. Donc, on est... voilà, elle va voir des choses dans le dessin, elle va voir des choses par rapport aux formes, et moi, je vais être plus par rapport à la musicalité. Donc, on disait que tu te sentais incomprise, donc tu trouves refuge dans ta chambre. Ouais. Comment elle était, cette chambre? J'en ai eu plusieurs parce qu'on a déménagé. Et ma chambre, c'était très simple. C'est une chambre qui était assez girly. J'aimais bien le rose, j'aimais bien tout ce qui était cocooning, des dessins, des fleurs. J'avais mon piano, mon petit banc et ma coiffeuse. Tu vois, vraiment une petite chambre de fille. Et mon piano, il fallait qu'il soit vers la fenêtre pour pouvoir regarder la forêt, les arbres, tout ça. Et je me posais au piano, puis je restais, je sais pas, des heures jusqu'à ce que j'ai appris le morceau. Il fallait que j'apprenne le morceau par cœur. Moi, j'allais te dire l'arrivée de ce fameux Yamaha YPT 200, c'est ça? Oh punaise, d'où ça sort ça? Est-ce que c'est ça ou pas? Ah, totalement, totalement. Donc lui, tu le considérais comme ton meilleur ami? Oh, mais le Yamaha YPT 200, c'était la révélation, parce que quand j'étais en 6e, je voulais un piano. Et ma mère, elle me fait t'as des sous? Je dis oui, j'ai 70 €. J'avais 70 €. Et il y avait Lidl, ils avaient sorti un Yamaha YPT 200 et je l'ai vu dans le catalogue. Et là, je lui dis maman, il faut qu'on aille à Lidl. Il y a un piano, il a l'air trop bien, il faut que j'aille l'acheter. 70 € pour moi, c'était ouf, c'était incroyable en 6e. Donc on va. Et là, je le vois dans les rayons. Oh, je le prends, je vais à la caisse, je le paye. Mais t'es comme... Enfin, c'était incroyable pour moi. J'étais en train d'acheter mon meilleur ami, tu vois. Je l'achète. Et puis là, je vais à la maison, je le déballe. Tu sais, je me souviens de la sensation que c'était kiffant. Je le déballe, je l'installe dans la chambre. Et là, je commence et j'apprends. Il y avait un système d'apprentissage dans le piano. Et je commence à apprendre tous les classiques, le canon, Lettre à Élise. Et puis, je commence à apprendre des morceaux de pop, tu sais, les morceaux qu'on écoute tous les jours. Et là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. À l'époque, YouTube, ça venait de commencer, c'était en 2007. Et je regarde des tutos. Et tout était en anglais. Il n'y avait pas YouTube français. Et tout était en anglais. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, d'ailleurs, comme ça. C'est grâce à la musique. Parce que vu que tout était en anglais, j'avais pas le choix. Pour apprendre la musique, il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc j'apprenais la musique et l'anglais en même temps. Et je me formais toute seule dans ma chambre, tranquillou. J'avais mon casque, j'avais mon ordi portable, là, les gros, là, les unités centrales. Et puis j'étais là, je faisais mes petits trucs. Et quand j'allais au collège, il y avait les cours de musique. Et en cours de musique, le prof, il avait son vrai piano. Ah, pour moi, c'était un truc de dingue. Je me disais, wow, vas-y, lui, il a un vrai piano, avec un vrai toucher lourd. Je suis allée vers le prof un jour et je lui ai dit, je peux jouer? Et j'ai commencé à jouer Rihanna, tu sais, une Faithful. Et tout le monde me regardait, genre, j'étais trop fière. Je me disais, waouh, ils arrivent à voir que je sais jouer de la musique. Et j'étais toute rouge. Tu sais, c'était le début de je montre aux gens que je sais faire quelque chose. Mais je n'osais pas chanter. Je me disais, ah non, je ne vais pas chanter. C'est trop la honte. Mais tu chantais dans ta chambre déjà? Ah oui, mais dès que ma famille montait les escaliers, je me taisais. Mais c'est marrant parce que tu dis, c'est vrai que ça va à l'encontre, on va dire, des valeurs de votre famille, mais ta mère, elle a accepté que tu... En fait, ma mère, elle avait aucun souci à ce que je joue du piano et que je chante dans la maison. Elle se disait, bah, elle aime bien, tant mieux, elle kiffe, elle kiffe. Ma mère, ce qu'elle a jamais aimé, c'était l'ambiance, le showbiz, tout ce qu'il y a autour. C'est pas tant la musique, c'est faire en sorte de jouer dans un cadre qu'elle considère très, très noir. Donc, à partir du moment où je parle d'émission, je parle de me montrer en public, là c'est niette. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du premier morceau que tu as joué sur ton piano Unfaithful de Rihanna. Ouais, c'est le premier, tout premier? Ouais. Et ah non, attends, si, c'était ça et une chanson de Beyoncé. J'étais tellement fan de Beyoncé, j'avais joué Broken Hearted Girl avec Unfaithful de Rihanna. Putain, c'était des souvenirs parce que ça me semblait incroyable ce que je faisais. Je me disais, voilà, je gère.
je fais des trucs de dingue. Et aujourd'hui, quand je repense, je dis, ah ouais, quand même. N'empêche, c'était bien pour une petite de Bah, bien 12 ans sûr. ce que je faisais. Au bout d'un moment, tu décides de créer une chaîne YouTube Mm. sur laquelle tu fais des reprises. Encore une fois, sans en parler à tes parents. Ouais. Est-ce que tes sœurs étaient au courant? Alors, il y a eu 2 fois. Quand j'étais en 3e, vu que je regardais YouTube et que je voyais qu'il y avait des filles qui chantaient, qui se mettaient sur YouTube, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire moi aussi. Sauf que j'avais trop peur que ma famille tombe dessus. Donc, j'ai posté une fois une vidéo et bah alors la qualité épave. C'est vraiment un truc filmé avec le pauvre portable que j'avais. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. C'était un... Il y avait quoi? Il y avait BlackBerry. J'ai laissé la vidéo une semaine. Il y avait des vues. Je me disais, oh là là, c'est un truc de dingue. Et je l'ai effacé. J'ai refait une chaîne, mais des années plus tard, genre 5 ans plus tard. J'ai posté une vidéo et là, je l'ai laissée. Et ma sœur, elle a vu, mes cousines, elles ont vu. Et mes parents, ils n'étaient pas encore au courant. Ils ont su quand, en fait, une des vidéos, elle commençait à être virale. Et là, je ne pouvais pas le cacher. Parce que je commençais à faire des vidéos et puis le problème, c'est que ça se partageait et ça avait fini sur Facebook. Sur Facebook, mais en mode algorithme non contrôlé. Donc ça allait partout, partout. Et c'est de là que mes parents, ils ont su. Mais comme au début, je chantais des chants un peu religieux, des chants, des trucs, on va dire, arabes, ils n'ont pas vu, pour eux, c'était pas un problème. C'est après, quand je commençais à chanter des chansons type Beyoncé et tout ça, là, ils ont moins kiffé. Tes sœurs, qu'est-ce qu'elles t'ont dit, elles, justement, quand elles sont tombées sur les vidéos, tes cousines et tout? Bah, les petites cousines et tout, elles étaient ah, tu chantes trop bien. Puis mes sœurs, rien, pas franchement de réaction particulière, tu vois, juste ah, c'est bien, ah, t'as eu des vues, ah, il y a des messages, il y a des commentaires. Voilà, genre, c'était tranquille. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une copine, je crois que c'est elle qui a tout lancé. Elle arrêtait pas de me dire, mais tu devrais faire The Voice. Tu devrais faire The Voice, Manel. Puis moi, je lui disais, mais ça va pas, je suis pas légitime, j'ai pas de voix. Enfin, pour moi, je pensais pas que je savais bien chanter. Elle me dit, ah si, si. Et elle a envoyé apparemment une de mes vidéos à la prod. Et elle avait fait ça sur plusieurs années. Et moi, je savais pas. Et un jour, il y a la prod qui m'a contactée sur une de mes vidéos YouTube. Et là, en fait, il y a tout qu'à commencer. Parce que quand j'ai vu qu'ils m'ont contactée, je me suis dit, bon, peut-être c'est un petit peu sérieux. Et de là, j'ai accepté et je suis allée à l'émission. Mais de mon propre chef, je ne l'aurais pas fait. Je pensais pas, en fait, avoir le talent. Ça me rappelle l'histoire de Angèle, je crois que c'est sa nounou, qui avait envoyé une cassette. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais, elle a envoyé une cassette parce qu'elle trouvait qu'elle était talentueuse et elle envoyait, enfin une cassette. Je dis une cassette, moi je suis à l'ancienne. Ouais, Elle a une envoyé petite vidéo. un son, quoi, une vidéo et tout. Et après, elle a été repérée comme ça. Non, mais c'est bien, c'est des beaux. Ouais, c'est complètement dingue quand j'y repense. Parce que moi, je serais restée dans ma chambre, en fait. Je serais restée là. Après, avant de faire l'émission, de temps en temps, il y avait quand il y avait des trucs humanitaires, parce que mes parents ils étaient très engagés dans l'humanitaire, et il y avait des fois des rassemblements, des galas, pour récolter des fonds pour les structures humanitaires. Et mon père, il me disait, ah, bah, tu veux pas venir chanter une chanson dans un cadre assez, tu vois, familial, avec des chansons qui parlent de choses bien, en arabe, en français. Et là, je disais oui. J'y allais et je chantais. Parce que je me disais, ça fait plaisir à mes parents et puis c'est pour la bonne cause. Ouais. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, donc autant y aller. Mais je me prenais pas au sérieux, je me disais pas que j'allais chanter, devenir une chanteuse, faire des scènes. Pour moi, je me disais que j'ai rien, quoi. Est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella une petite chanson traditionnelle, enfin que tu chantais à tes débuts? Au tout début, je chantais quoi? Attends, il faut que je me rappelle parce que ça date de il y a quand même 10 ans. Ouais, c'était des nashid, on appelle ça en arabe. C'est des chants religieux
qui parle un peu du prophète, qui parle de Dieu. Et c'est en arabe. J'attends. Il y en a des trucs comme ça faisait Ya Nabi salam alayka, Ya Rasoul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Donc après, ça marchait avec... il y avait plein de dons qui affluaient Bah, grâce à disons ça. que quand je chantais comme ça, c'était voilà pour vu que tous les gens qui étaient là, ils étaient principalement musulmans, arabes, il y avait une cohésion, les gens ils se sentaient connectés, c'était des chants qu'ils écoutaient depuis qu'ils étaient petits, donc on était tous dans le même mood. En tout cas, c'était très beau. Bravo. Merci. Donc à 18 ans, tu décides de porter le voile. J'aimerais bien en parler parce que c'est un sujet qui domine les débats en France, malheureusement. Quand on dit qu'on impose aux femmes de porter le voile, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Non, on n'impose rien à personne. Déjà, le mot imposer, ça va pas. On n'impose rien à personne, que ce soit un habit ou des pensées. Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté quand même, qui est importante. Et pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'écouter les gens et de respecter ce qu'ils ont envie de faire ou de ne pas faire. Une femme, elle est censée être libre d'être elle-même, d'être qui elle veut être. Cette idée d'imposer un foulard, d'imposer des rites, c'est simplement une façon de contrôler des gens et on contrôle personne. Pour moi, l'état d'esprit dans lequel je grandis et que j'ai envie que mon fils grandisse, c'est la liberté et le respect de l'autre. On n'a pas besoin de vouloir et on n'a surtout pas le droit de vouloir que les autres soient comme on veut et pensent comme on veut. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que Je dirais que c'est une réalité. Ça sera une réalité quand chaque personne vivra vraiment ces valeurs-là. Pour moi, c'est une valeur que je m'applique tous les jours. Et pas simplement sur l'aspect religieux, mais sur tous les aspects de la vie. C'est que la personne qui est en face de moi, je la respecte et je l'écoute, même si je ne suis pas d'accord. C'est que la sagesse, je la considère comme être sage, c'est être capable d'écouter l'autre et de ne pas accepter ce qu'il dit, mais de l'écouter et de le respecter, sans lui dire « Ah non, mais je suis désolée, là, tu vas pas faire comme ça, tu vas faire comme moi j'ai dit. » Ça, c'est pas de la sagesse et c'est pas du respect. Donc, je travaille sur moi-même pour avoir ces valeurs et les appliquer dans la vie de tous les jours. Et je rêve d'avoir une société où chaque personne pense comme ça et se dit qu'on est assez grand et on est assez responsable pour savoir ce qui est bien pour nous ou pas. on est mal barré? On est un petit peu mal barré, je dirais, parce qu'en ce moment, le climat, c'est pas ça. C'est qu'on est dans tout l'opposé, on est dans l'oppression. Et on est en régression sociale, je dirais. La liberté de chacun, elle est sous une pseudo-liberté qu'on appelle la laïcité. C'est une pseudo-liberté maintenant parce que, en vérité, la laïcité, c'était quelque chose qui était génial parce que ça permettait à chaque individu de vivre sa vie, sa religion comme il l'entend, tout en respectant la liberté des autres. Maintenant, sous ce mot laïcité, on met l'oppression. Et on met quand on impose à quelque chose une pensée. Et moi, ça me dérange. Parce que si une femme, elle veut porter le voile, elle a le droit. Elle fait de mal à personne, elle n'impose rien à personne. Et si une femme, elle ne veut pas le porter, elle a le droit également. Et ce droit, il est fondamental. Parce que si on commence à enlever les droits à chacun de faire des choses sur leur corps, là, on part en dictature. Toi, tes parents, ils t'ont forcé déjà à faire, à porter le voile ou autre? Non, jamais. Mes parents, ils m'ont toujours dit, voilà, il y a une religion, voilà ce que nous, on pense être bien. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, quand j'avais 18 ans, je voulais porter le foulard parce que c'était pour moi ma Conception de comment je devais être à ce moment-là, de comment je devais vivre ma vie. Et j'avais envie et j'avais besoin de porter un foulard pour me sentir bien, en accord avec mes valeurs, en harmonie. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est-à-dire que voilà, pour moi, ce n'est pas ce qui me permet d'être alignée, d'être bien en moi. Et ça, j'aimerais bien que ce soit respecté et entendu. Chaque femme a le droit de changer et d'estimer que sa vie est mieux comme ça ou comme ça. Le cheminement est personnel. Le cheminement est totalement personnel, et puis surtout qu'il s'agit d'un cheminement spirituel. La spiritualité, c'est très intime, c'est très personnel, et on ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un et lui dire « Non, je pense que tu vois, tu serais mieux comme ça ». Pourquoi ? La personne, elle passe par des étapes dans sa vie, par des épreuves, et on ne connaît pas la vie des autres, on ne connaît pas ce par quoi ils sont passés. Donc on ne peut pas savoir les tenants et les aboutissants des choix de chacun. Moi, je suis à moitié taïwanaise et nous, on a des traditions, hein, comme dans chaque peuple. Toi, tu es syrienne marocaine. Ouais, syrienne, marocaine, algérienne. Algérienne aussi, oui. Ouais. Selon toi, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'épanouir en tant que femme sans pour autant rompre avec les traditions liées à nos origines? C'est une très bonne question. Et je dirais qu'aujourd'hui, je fais pleinement l'expérience. J'ai grandi dans une culture arabo-musulmane et française, du coup, que je suis née en France. Et le fait aujourd'hui d'être avec un mari qui est français, de culture française, eh ben, moi, j'ai les deux. Donc, j'ai mon bagage arabo-musulman et il y a lui qui a son bagage français. Et c'est là où je me suis rendu compte sous quelle mesure je vais pouvoir garder mon identité arabo-musulmane et avoir aussi la française. Comment faire pour avoir les deux tout en respectant mes valeurs, ses valeurs. Et cette question de l'héritage, je la trouve hyper importante pour mon petit, parce que je trouverais ça dommage qu'il n'ait pas tout ce que moi j'ai eu en culture, que ce soit la nourriture, la langue, les habitudes. Et je pense qu'on a totalement le droit d'embrasser tout en même temps, de dire voilà, ben moi j'aime bien ça de la culture, puis j'aime bien ça de cette culture, et au final, je suis bien dans mon petit mixte des deux. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de faux semblants, il y a simplement une alliance de deux façons de penser, de deux cultures. Et moi, ça, j'adore. Parce que je trouve que c'est hyper enrichissant d'arriver et puis de donner à l'autre un petit bout de notre histoire à travers la langue, à travers la cuisine, les habitudes de vie, et puis de prendre de l'autre. Perso, toi, tu te sens plus française, marocaine, algérienne ou syrienne? Franchement, je me sens tout. Ça a toujours été mon truc, c'est que depuis que je suis petite, j'ai jamais vraiment posé d'identité. Vu que mon père, il est syrien, et qu'à la maison, on parlait syrien, algérien, marocain, français, et que moi, j'apprenais l'anglais, l'espagnol, l'italien, j'ai jamais vraiment eu d'identité fixée. Je me sentais appartenir à tout en même temps. Et c'est pour ça que j'adore le voyage. Et que je fais que ça, voyager, rencontrer les gens, apprendre des langues. Il y en a qui se sentent vraiment appartenir quelque part. Moi, je me sens juste appartenir partout, finalement. Un peu d'arabe, un peu d'italien, un peu de français, un peu d'espagnol. Parce que j'aime bien chaque chose que je trouve dans chaque culture que je découvre. Ouais, tu te retrouves dans des petits morceaux de chaque culture. Ouais. Mais je pense que c'est aussi lié à ce côté un peu HP de vouloir toucher à tout. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé toutes les choses partout. Je voulais être fleuriste, je voulais être chanteuse, je voulais être kiné, je voulais être prof. Et en fait, je voulais tout être à la fois parce que tout m'intéresse. J'avais la curiosité jusqu'à aujourd'hui. J'ai la curiosité des gens, de tout. Je veux savoir, je veux comprendre. Et quand on me dit, mais est-ce que tu es quelque chose en particulier? Est-ce que tu as une identité définie? Ben non, pas pour moi. Est-ce que tu as pu aller en Syrie avant la guerre? Oui, on y allait tous les ans presque, depuis que j'étais née. On partait en voiture, 4 jours de voiture, et on découvrait les pays, et on arrivait en Syrie avec notre voiture. C'était totalement dépaysant, parce que c'est une culture qui était différente de la France. Le pays différent de la France, puis moi j'étais jeune, donc je découvrais la pauvreté surtout. C'est ça qui me frappait au départ.
Et ensuite, la richesse culturelle, c'est qu'il y avait plein de monuments, plein de cuisines, de langues, d'habitudes, de vêtements. Et ça m'a enrichi l'esprit très très tôt. Ouais, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Je m'imagine, enfin, de ce que j'ai vu à travers des photos, hein, un pays magnifique. Ouais. Très bon. Après, maintenant, je sais pas. Il y a une bonne partie qui a été détruite. Nous, on Ouais. était de Alep. Et ça a été beaucoup endommagé avec la guerre. Mais c'est vrai que là-bas, il y avait la citadelle la plus ancienne, une des plus anciennes du monde. Elle avait 2000 ans, la citadelle. Et un marché aussi qui était 2000 ans. Il a sauté, pareil, pendant la guerre. T'as encore de la famille là-bas? Est-ce que t'as Ouais. des nouvelles? Oui, il y a encore de la famille là-bas. Après, il y a une bonne partie qui est partie un petit peu à droite à gauche, hein, en Allemagne, à Dubaï, en Chine. Mais pas... ceux qui ont pu partir, ils sont partis. Puis ceux qui avaient un petit peu moins envie de quitter le pays, ils sont restés quand même. Comment, comment ils ont vécu? On connaît la réponse, mais Moi, toi, ça m'a traumatisée, voilà, la c'est guerre ça. en Syrie. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça en 2011. 2011, j'étais en seconde et ça m'a... Waouh, ça a été très choquant. Ça nous a fait beaucoup de mal dans la famille parce que mon père, lui, il est syrien. Donc, tout son pays part en fumée. Et voir mon père comme ça souffrir, ça a été très difficile parce qu'il était ailleurs pendant des années. Il avait sa tête qui était prise par les soucis et on le sentait qu'il était impuissant. Et nous, les atrocités qu'on voyait, on se disait, mais en fait, tout ça, c'est des gens qu'on a vus peut-être dans la rue un jour et qu'on voit souffrir. Et moi, l'injustice, la souffrance, ça m'a fait un choc émotionnel jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment va le pays? Bah, c'est une sorte de... C'est des aléas, il y a un petit peu de reconstruction, mais c'est toujours en tension. Il n'y a pas de... ça sera, c'est pas que ce sera jamais comme avant, mais les gens, ils sont tous partis de leur pays, ils ont été en exil, réfugiés. C'était tellement de vies détruites, même dans notre famille. On a eu des cousins qui sont venus se réfugier en France, qu'on refait toute une vie. Et moi, ça m'a questionnée, c'est que je vis ma vie normale et je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir une vie qui suit son fil conducteur et ils ont été cassés en plein milieu. Pour certains, dans ma famille, ils avaient 9 ans, 10 ans, 20 ans et tout a été chamboulé. Donc, moi, ça m'a ouvert les yeux sur l'humanitaire, sur la nécessité absolue déjà d'aller aider les autres. Donc, à partir de là, je m'étais engagée avec mes parents dans tout ce qui était mission, dans les parrainages, aider par tous les moyens possibles. Et d'un point de vue aussi intellectuel, c'est que je refusais de plus en plus la discrimination, la violence. Donc quand après moi, en 2018, j'ai fait les missions, puis c'est exactement ce que j'ai vécu, une discrimination, franchement, j'ai eu un burn-out dans mon esprit. Parce que je militais contre l'injustice, et j'arrive en 2018 et c'est moi qui suis victime de l'injustice. Donc je comprenais pas parce que je pensais pas que ça m'arriverait. Puis au final, ça m'est arrivé et je me suis retrouvée en détresse psychologique pendant des années. J'arrivais pas à retrouver de la confiance en moi. J'essayais de comprendre un petit peu comment gérer ma vie, mais c'était très difficile. Le soutien moral, psychologique, il était nulle part. Ni ma famille ne me soutenait, ni moi-même je me soutenais, ni mes amis. Enfin, je veux dire, je me sentais un petit peu solo dans ma barque. Ouais, t'étais au plus bas, quoi, à ce moment-là. Ouais. Mais pourtant, je continuais la musique. Parce que la musique, ça restait toujours, comme je disais, ma meilleure amie, ma boussole, mon petit réconfort. Et je me réfugiais dedans. Pour en revenir à ton parcours, donc à 18 ans, tu décides de partir en Suède. 19 ans. 19 ans, 19 ans, je pars 1 an en Suède. Je fais mon Erasmus là-bas. c'est ça. Qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas? L'envie de découvrir ailleurs, autre chose. Parce que comme j'ai commencé les voyages tôt avec mon père, j'avais juste envie de continuer, de partir, de découvrir.
Et surtout, il y avait une autre vérité, c'est que j'avais envie de m'éloigner un peu de ma famille, de respirer. J'avais quand même presque 20 ans. Et puis, je voulais juste voler de mes propres ailes, voilà, un petit peu découvrir ce que je pouvais faire toute seule, voir comment je pouvais gérer une vie sociale sans l'aide de personne. Et j'ai adoré. Comment ta famille l'a pris, justement? Ah, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que tu Ah non, partes? non, non, ça a été une bataille sans fin pour qu'ils acceptent en fait de me laisser partir vivre toute seule comme ça en Suède, dans un campus universitaire, dans un pays que personne connaît, la Suède. Qui connaît la Suède? Et au final, j'ai réussi, j'ai gagné. Je suis partie parce que ma sœur, elle connaissait quelqu'un en Suède. Et donc ma famille, elle était rassurée de savoir qu'il y avait une famille qui pouvait un petit peu veiller sur moi. Mais moi, ça a été le début de beaucoup de choses, le voyage en Suède. J'ai commencé à... Je faisais toujours de la musique. J'allais à la fac de musique et je composais. Et là-bas, j'avais d'ailleurs commencé à enlever le turban. Je le portais pas là-bas. Je le portais des fois, un petit peu. Et puis quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait en moi, que mon identité, elle était différente, que je voulais prendre une autre direction. Donc j'ai commencé. Et après, quand l'année, elle s'est finie, il fallait que je rentre en France. Et là, en rentrant en France, pouf, il y a tout qui est retombé. Je me suis remis un petit peu dans les... habitudes. Ouais, dans les habitudes. Je voulais pas que ma famille me dispute ou me dise « Ah, mais t'es pas trop comme on aime ». Donc vraiment, je faisais tout pour être dans les codes. Mais sauf que c'était pas moi. Je voulais pas retourner en master, par exemple. Parce que j'avais fini ma licence. Et en rentrant en France, ça voulait dire que je reprenais mes études de master, que je faisais prof. Je voulais pas être prof. Je faisais les choses, mais par dépit. C'est que j'avais pas envie, mais je le faisais quand même parce que mes parents me disaient que c'était bien, parce que ça satisfaisait tout le monde. Mais moi, ça me satisfaisait pas du tout. Puis je fais quand même mes années de master. Puis je pars ailleurs, je pars à Chambéry. Je me dis, peut-être je change de ville. Je vais aller ailleurs, faire des études. Toujours rien. Et pendant que je fais mon année de master 2, là, je me dis, mais j'aime pas, quoi. C'est pas moi. Et là, il y a l'émission qui tombe. Donc l'émission, elle est venue et là, je suis partie dans une autre dynamique. Moi, j'en reviens à la Suède. Donc, bon, j'espère que ton mari, s'il regarde l'interview, il m'en voudra pas. Là-bas, tu tombes amoureuse d'un Suédois afghan. Ouais, grave. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? C'était trop ouf. Je suis arrivée en Suède et puis en fait, j'habitais dans un couloir universitaire, donc il y a toutes les chambres et on partage la cuisine. Ah, et puis je me rappellerai toujours, il y avait une chambre qui s'était libérée. Et moi, j'attendais de voir c'est qui allait habiter dans la chambre, parce que j'étais curieuse. Et là, je vois un garçon. Waouh, je le trouvais trop beau et tout. Et puis, on commence à parler et j'aimais bien parce qu'il avait une autre culture, donc ça m'attirait. Et on s'est mis ensemble et oui, moi, je vivais ma best life en Suède. J'avais un copain. Je dis ça comme ça, là. Je dis ça comme ça, mais je ne l'ai jamais dit à voix haute. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup. Parce que c'était, je sais pas, c'était innocent. C'était le début de ma découverte de la vie, de vivre une vie un petit peu en mode viens, on respecte pas trop les codes. C'était trop bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, au final, notre histoire, elle s'est terminée quand je suis partie. Parce que mes parents, ils n'ont pas voulu que ça continue. Du coup, j'ai dit, bon, tant pis. Et lui, comment il l'a pris? Ça s'est fini comme ça. On était jeunes, hein. On avait 20 ans. Donc, je dis, écoute, c'est fini, c'est comme ça. On a pleuré un bon coup, et puis voilà. Donc, alors, après, toi, tu rentres en France, comme tu disais, Ouais. et t'es passé par Chambéry, etc. T'es contactée par The Voice pour participer à l'émission. Au moment où t'es prise, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me dis, aïe, zut, comment je vais faire pour cacher ça? Toujours la même histoire, hein, cacher, vivre dans le secret. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Ouais, je me dis, merde, je vais faire comment pour cacher ça? Et là, je sais pas c'est comment chaud. tu peux réussir à cacher. Non, je ne peux pas. Ouais, c'est ça. Toute la France, elle allait voir. Après, la deuxième pensée, ça a été, OK, il faut que je travaille la musique.
Donc, je travaillais la musique à fond. Je faisais Alléluia à l'époque. J'avais fait une proposition. Je leur ai dit, voilà, je vais faire Alléluia. On va faire ça, on va faire ça. Ils ont kiffé. Et je faisais des allers-retours sur Paris. Et donc, j'étais jeune. J'avais quoi? J'avais 22. Et en fait, je faisais que des allers-retours toute seule. Et pour moi, c'était assez impressionnant. Parce que me retrouver toute seule, de la campagne à Paris, prendre un hôtel, le train, tout ça, c'était beaucoup de challenge pour moi. Et je faisais ça toute seule. Donc je me sentais comme une grande, ah, je fais un truc de fou. Et à chaque fois que j'y allais, je gagnais. Et en fait, moi, je pensais qu'à chaque fois que j'y allais, je pensais pas que j'allais gagner. Donc j'arrive une fois, je gagne, 2 fois, je gagne, 3 fois, je gagne. Bon, en fait, je faisais que tous les passages, ils étaient validés, 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 et je me rendais compte petit à petit que, en fait, je crois bien que là, c'est du sérieux. Mais moi, en même temps, je travaillais. J'étais à l'école, j'étais animatrice, et je faisais mon master. Et en fait, je faisais tout ça parce que je me disais, non, mais l'émission, c'est rien. J'étais pas consciente de ce qui se passait. Et quand j'ai gagné et que j'ai eu ma place au live, là, je me suis dit, bon, faudra peut-être que je fasse un petit peu un tri, un choix, parce que je peux pas tout le temps rater l'école. Donc, j'ai quitté mon master et j'ai quitté mon travail parce que j'avais ma place au live. Donc, une place au live, c'était sûr et certain. Et l'émission, elle a commencé à être diffusée en février. Et là, je me suis retrouvée avec toute ma famille qui allait être au courant. Et je l'ai dit, je crois, une semaine avant. Une semaine avant, j'ai dit, en fait, je vais passer à la télé. Et là, oh là, c'était dingue. La réaction de ma mère, c'était... Quoi? Non, mais c'est n'importe quoi, là. Mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Je dis, si. Elle a pas aimé. Et ton père? Mon père, ça va. Disons que lui, il était... Bon, ouais, ok. Enfin, voilà, neutre. Et t'as les autres membres de ta famille, tes sœurs En fait, les gens me sont tombés dessus quand il y a eu les problèmes. Avant les problèmes de tout ça, de télé, personne ne me disait rien. C'est quand il y a eu tous les débats que là... parce que forcément, les journalistes, ils venaient, ils parlaient de moi, ils voulaient des interviews en vue tu en voilà. C'était beaucoup de pression, donc c'est de là que ma famille en pouvait plus. Mais à part ça, personne ne s'est vraiment intéressé à mon passage. Non. Donc ta famille et tes parents te voient à l'écran, ils t'entendent réellement chanter pour la première fois. Ouais. Quelle a été leur réaction? Ils étaient entre waouh. Enfin, mon père, il était entre waouh, c'est bien, elle chante bien. Parce que je le voyais, il montrait la vidéo à des gens. Quand il était là, il montrait, regarde. Il était fier. Ouais, il montrait ma vidéo à d'autres papas. Ma mère, non, elle montrait pas ma vidéo. Parce elle avait très peur, je pense. Elle avait très peur de la suite, vu que tout le monde m'appelait. Elle se disait, oulala, qu'est-ce qui va se passer? J'ai regardé le passage à nouveau, avant que tu viennes. Et je l'ai montré d'ailleurs ce matin à une de mes filles, qui a kiffé d'ailleurs. C'est vrai, quand tu chantes, il se passe quelque chose de magique, limite de divin. Je sais pas si c'est le bon mot, mais... C'est ce que j'ai beaucoup lu dans les commentaires, dans les interviews, dans les concerts. Et je pense que cette image de divin, c'est parce que c'était vraiment le cas. Juste avant de monter sur scène, la coach, elle m'avait dit « T'as une lumière, laisse-la briller et chante pour Dieu. » Elle m'avait dit clairement ça, « Chante pour Dieu. » J'ai dit « Waouh, pour une athée, c'est beau. » Parce qu'elle, elle était athée, elle ne croyait pas en Dieu. Et elle me parle de Dieu, parce qu'elle sait que moi, Dieu, c'est vraiment important dans ma vie. Et je lui dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête, ouais. Je vais chanter pour Dieu, tiens. Et je suis allée sur le plateau avec cette pensée-là. Et je crois qu'en fait, ça a marché, quoi. C'était transparent. Quand tu chantes ce jour-là, à ce moment-là, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Tu penses que à Dieu ou tu penses à... Non, je suis à fond dans mon truc, moi. Quand je chante, là, j'arrive, je me revois, et les portes, elles s'ouvrent comme ça, là, et j'avance. Je vois les gens, parce qu'on voit d'abord le public,
les coachs sont un peu plus loin. Et je me dis, allez, c'est bon, là, faut chanter. Ok, j'attends que la musique, elle commence. Elle commence. Et là, j'ouvre la bouche et je chante. Et j'ai chanté 4 secondes. Et il y a Zazie qui s'est retournée. Et là, quand elle s'est retournée, elle m'a perturbée. Parce que moi, j'étais en train de me concentrer. Je fais, oh, laissez-moi chanter un petit peu avant de vous retourner, non? Et du coup, j'ai commencé à chanter. Elle se retourne. Et là, je me dis, oh yes, ça veut dire que c'est bien, que c'est cool, ça plaît. Et ça me donne la pêche de continuer. Et je pensais à rien d'autre qu'à chanter. Et cette histoire de chanter pour Dieu, et c'est tout. Donc c'était un moment suspendu pour moi dans mon esprit. Tu l'as revisionné, je pense, plusieurs fois. Non, alors j'ai eu énormément de mal à revoir ce passage. Parce qu'en fait, 24 heures plus tard, il y avait les problèmes qui ont commencé. Et donc j'ai été incapable de me revoir. Pas avant, 1 an. Il m'a fallu 1 an pour accepter de revoir ma vidéo. Parce que dès que je la voyais, en fait, ça me replongeait dans ma tristesse et j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, ça va, je la regarde, mais je la regarde pas en boucle, quoi. Au moment où tous les sièges se retournent, qu'est-ce que tu te dis? Quand Mika, il se retourne surtout, parce que moi, je voulais que Mika, il se retourne, je me dis, ah ouais, trop bien. Je pense que là, ils ont vraiment aimé. Ça a l'air chouette. En fait, c'était glorifiant, on peut dire ça. Ouais. C'était une sensation... parce que comme personne dans ma famille ne m'encourageait, là, j'avais des centaines de personnes qui m'encourageaient et qui aimaient ce que je faisais. Donc, ça me faisait bizarre d'avoir autant de compliments, autant de paillettes dans les yeux des gens. Et des professionnels, en plus de la Mais musique, oui. comme tu dis, Mika, etc., Zazie et tout qui se retournent. Ouais. C'était, pour moi, à l'époque, c'était incroyable d'avoir autant de validation des gens sur ce que je fais. Et après, il y avait les journalistes qui m'ont interviewée. Et puis, je réalisais que ça avait beaucoup plu. Mais je réalisais pas que ça avait beaucoup plu. Et j'étais pas consciente à quel point les gens avaient aimé. Tu pensais que ça allait se passer comme ça? Non, non, moi, je pensais juste que, voilà, les gens ont aimé et c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de retombée derrière. Et en fait, la disproportion entre ce que moi je pensais et ce qui s'est passé, c'est ça que j'ai pas eu le temps de digérer dans ma tête. Mais autant sur le plan positif que négatif, c'est-à-dire autant comment les gens ils ont aimé, autant comment il y a eu des problèmes. J'étais pas prête pour les deux. À ce moment-là, la prod te dit quoi? Oh bah j'aime bien, il me dit c'est super, c'est génial, va te reposer, et puis tu reviendras. Enfin, voilà, on va diffuser le reste et puis on continue pour les lives. Okay. Tout allait bien. Ton téléphone? Oh, mon portable, fou. Bah là, j'avais un compte Insta. J'avais 34 000 abonnés. Et puis, je vois mon Insta qui monte, qui montait à 200 000. Je me disais, pour l'époque, c'était ouf, 200 000 abonnés. Et je me dis, ah ouais, quand même. Là, il se passe quelque chose, mais j'étais fatiguée. Donc, je voulais juste aller dormir. J'ai fermé les yeux. 24 heures plus tard, c'était la tempête. Et les gens, ils te disaient quoi? Pas que des compliments. Sur Insta. Ouais, c'était que des compliments. J'ai vu ta vidéo. Je suis de tel pays. J'ai vu. C'était super. Ça m'a touchée. C'était émouvant. Waouh, magnifique. La version en arabe. Voilà, que du positif. Donc, tout se passe à merveille. Ouais. À ce moment-là, tu commences à avoir apparaître des messages haineux. C'était des messages de quel type? Franchement, j'ai même pas envie de revenir sur la question parce que ça m'a saoulée. Pendant des années, j'ai essayé de passer au-delà de ça. Et pour moi, c'était une haine qui avait juste pas de nom. Voilà, c'est une haine qui était méchante et qui me connaissait pas. Donc, j'ai eu tellement de méchanceté gratuite que j'ai même pas envie de me la remémorer. Ok. Des personnes malveillantes parviennent à sortir d'anciens messages que tu avais postés en étant plus jeune. Lorsque tu vois ces messages, est-ce que tu les reconnais tout de suite ou tu te dis ah mais non, tu y penses plus ou tu dis non, ah ouais, je me dis bah ouais, mais il y a rien de grave. En fait, pour moi, il y a rien de grave. Je me dis bah oui. Et alors, il se passe quoi?
Bah, en fait, il se passe que simplement, ça a été très bien, pas du tout interprété, ça a été une catastrophe médiatique. Et là, en fait, ça part en deux identités. Il y a moi et il y a qui on dit que je suis, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je ne me retrouve pas dans le portrait qu'on fait de moi. Et à partir de là, justifier mon identité, c'était impossible. Parce qu'on m'avait déjà inventé une autre identité. Donc j'étais complètement perdue. Je savais plus quoi faire. C'est un espèce d'harcèlement, fondé sur des rumeurs, entre guillemets, comme on en voit partout, même au collège, au lycée. Sur, par exemple, je dis des bêtises, hein, mais il y a des filles, il y a des rumeurs qui partent sur elles en disant ah, elle est comme ci, elle est comme ça, alors que c'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est vraiment inventer des choses à partir d'éléments pour pouvoir créer une autre personne. Alors que quand j'arrive à l'émission et que je chante, je montre clairement qui je suis. J'arrive, voilà, je chante, j'ai une culture arabe, française. J'ai chanté avec un turban, donc où il y avait une religion, mais tout était présenté en toute simplicité. Et moi, c'est comme ça que je m'étais présentée. Quand on m'a inventé un autre personnage, au final, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais présenté qui j'étais à l'émission et les médias ont fait de moi un autre portrait. Donc, c'est un peu ma parole contre la leur. Je ne voyais pas tant ce que je pouvais faire. Donc la polémique enfle tout de suite. Oui, ça en 48 heures. Qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là? Mais je me dis, mais c'est tellement flou parce qu'il y a trop de tout. Ça part dans tous les sens. Il y a des appels partout, des médias, des journaux, des télés, des radios. Et là, je me dis, ouais, mais déjà, l'émission, quand je l'ai faite, j'étais même pas sûre de la faire. Et là, je la fais et il se passe tout ça, donc trop flou. Le seul but que je voulais, moi, c'était chanter. Parce que chanter, ça me permet de libérer mon esprit, de montrer mon talent, ce que je sais faire. Et là, ça parlait d'autre chose carrément. On parlait de polémique, de je sais pas quoi. Donc, c'était déconnectant. Est-ce que tu avais des personnes à tes côtés à ce moment-là? Non. Non, j'avais personne. Justement, c'est ça qui a été le plus dur, c'est d'avoir personne. Et si j'avais des gens, c'était des gens qui n'étaient pas bienveillants. Que plus tard, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des personnes bienveillantes et que les actions entreprises étaient juste pour leur propre intérêt. Donc, je me suis retrouvée dans une situation solo. Et la prod, elle t'a pas dit, on va t'amener un peu... Non, la prod, ils m'ont pas aidé plus que ça. Ils ont fait vite fait un petit communiqué, mais j'ai pas eu de soutien. De vrai soutien, non. Je me suis retrouvée, moi, toute seule, avec des problèmes. Et en fait, je pouvais pas gérer ma passion à côté. Parce qu'il y avait aussi un truc qui était super important. C'était l'audition qui venait de faire un carton. Et au lieu d'avoir des gens qui me soutenaient avec cette audition qui a fait un carton et rester sur le positif, sur le plus important, bah, j'avais des gens qui venaient pour m'accompagner juste sur le négatif et pour alimenter ce négatif, les médias, les télés. Et à côté, pour le côté artistique, il n'y avait personne. En tout cas, moi, de ce que je me rappelle, il y avait énormément de soutien du public. Par contre, le public, ils étaient là, ils soutenaient, ils étaient vraiment déçus. Mais moi, physiquement, autour de moi, j'avais personne. Comment est-ce que ta famille réagit en voyant tout ça? Bah, ils ont peur et ils me disent laisse tout tomber. Ils ne voyaient pas trop disparaître. Pour eux, c'était la solution. Mais comment on disparaît après une audition pareille? On ne peut pas. Je ne pouvais même pas disparaître. Même si j'avais envie, c'était impossible. La vidéo, elle tournait de plus en plus. Partout. Il y avait ma tête partout, sur tous les réseaux. Ça devait être dur. Donc, il y a cette polémique. TF1 décide de te couper au montage. Alors ça m'a beaucoup déçue quand ils ont fait ça, parce qu'en fait, j'ai enregistré tous les passages que j'ai gagnés. Et en fait, ils m'ont dit, voilà, tu comprends, on va devoir couper tes passages.
Moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi vous faites ça, en fait? J'ai gagné mes passages. Je veux dire, faut me le laisser. Et en fait, non, ils ont voulu tout couper, mes passages. Ça m'avait achevé. Tout mon travail, je l'avais vu partir en Bah oui. fumée. Oh, j'étais dégoûtée. Mais c'était quoi qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme explication? Bah, t'as quitté l'émission, donc ben, t'es plus dans l'émission. Ça, j'avais pas aimé. Ça, j'en faisais des cauchemars la nuit, carrément. Parce que justement, c'était en plus une forme d'injustice. Ah bah oui, c'était double injustice. Bah oui. C'est-à-dire que déjà, partir d'une émission alors que j'avais quand même ma place au live, c'était dur. Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait parce que ça devenait insoutenable. Mais en plus de ça, me couper, oh, quand il m'avait appelé, qu'il m'a dit ça, enfin, j'étais sans mots. Je me suis dit, mais à ce point-là, ça va me faire souffrir? T'as eu l'impression d'être abandonnée? Ah ouais, par tout le monde. Je me suis dit, putain, c'est dégueulasse. Je chante, je gagne. Même pas ça, on me le laisse. On me coupe comme si j'avais rien fait. Donc ouais, j'étais hyper déçue. Tout à l'heure, je te disais que c'était comme du harcèlement fondé sur des rumeurs. Mais en réalité, ce que tu as vécu, c'est une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est les réseaux sociaux où, en fait, il y a une sorte de déferlement, de déchaînement, de haine, parce que je représente des choses qui sont un peu trop dérangeantes. Je suis arrivée et puis j'étais là en mode peace and love. On peut chanter en arabe, en anglais, on peut être française, on peut avoir un turban, la liberté, tout ça. Et en fait, c'est un peu comme si on me disait non mais tais-toi, tout ça, tu rêves, ça ne sera jamais réel. Il n'y aura jamais une femme qu'on acceptera avec tout ça à la télé. Moi j'étais un peu naïve quoi. J'ai pas vu venir. Je suis allée vraiment en mode bah allez, voilà, c'est moi, je suis comme ça. Mais normalement, on devrait tous être comme ça. Ouais, bah arriver en mode comme McDonald's quoi, venez comme vous êtes. C'est pas plus compliqué, mais moi c'est ce que j'ai fait, je suis allée comme j'étais et ça a pas plu. Donc toi, tu es fatiguée par toutes ces polémiques, tu décides de tout quitter. Et je pars aux États-Unis. Voilà, rejoindre celui qui deviendra par la suite ton mari. Ouais, exactement. Et en fait, au final, je l'ai quitté après parce que ça marchait pas par rapport à la musique. Donc rebelote, je me suis retrouvée dans une situation où on m'acceptait pas pour la musique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas trop musique, plutôt tu sais, conservateur, pas très la notoriété, tout ça. Donc au final, je me suis retrouvée avec une séparation parce que je voulais absolument pas m'imposer, d'être sous l'emprise encore de décisions qui ne m'appartiennent pas. À ce moment-là, tu veux encore entendre parler de musique ou tu veux abandonner? Ouais, non, à partir de là, je me dis non, je veux faire de la musique et tellement qu'il y a Incroyable Talent aux États-Unis qui m'appelle à ce moment-là et qui me dit on voudrait bien vous avoir à Los Angeles pour Incroyable Talent. Et en même temps, je reçois une proposition du roi de Jordanie qui me dit de venir chanter là-bas. Donc je me dis c'est ouf, je peux pas laisser des gens décider, enfin des gens me décourager de faire de la musique alors que j'ai des propositions incroyables à côté. Il y a des gens qui croient en moi à côté. Je peux pas me permettre d'écouter des voix négatives. Donc je pars et puis je fais tout ce que j'ai à faire. Je chante en Jordanie, je vais à Los Angeles, je fais un album. Comment ça se fait qu'il te connaît Le roi? Ouais, le roi. Parce qu'il a entendu parler de moi sur YouTube, il a vu ma vidéo avec sa femme, la reine, et ils ont aimé. Donc ils ont dit on aimerait bien qu'elle vienne. C'est fou, hein? Et ils t'ont contacté comment? Par mail sur la boîte pro. Aussi simple que ça, quoi. Simplement. Ton mari de l'époque et sa famille sont contre le fait que tu ailles chanter. Ils sont pas trop pour. Ouais. Toi, tu y vas quand même. Au moment où tu y vas, dans ta tête, tu sais déjà que c'est fini avec lui? Oui, je me dis ça y est, c'est fini. J'en parle à mes parents, ça se finit. Et puis là, forcément, c'est un petit peu déprimant, une séparation amoureuse, mais je sais que je fais ça pour une bonne cause, pour moi-même en fait, pour pouvoir faire de la musique. Donc je continue, je fais de la musique, je monte à Paris tout le temps, j'enregistre des morceaux, je travaille avec des personnes, des producteurs, des compositeurs.
Et, et en fait, je continue ma vie. Je continue ma vie, mais je suis un petit peu en mode survie. C'est que je fais les choses parce que je me dis, il faut que je les fasse quand même. Il faut que je fasse de la musique. Je peux pas laisser tomber, je peux pas laisser tomber. Puis je fais ça pendant des années. Mais je suis très fatiguée. Je suis pas dans mon assiette. Et en 2020, quand il y a le Covid, là, il y a un déclic. Je me dis, je sais pas, j'ai l'impression, il faut que ma vie, elle change. Et là, je décide d'enlever le turban, de plus le porter. Et en public. C'est-à-dire que j'aurais pu juste ne pas le porter dans ma vie de tous les jours. Mais pour moi, ma vie d'artiste et ma vie perso, elles doivent être cohérentes. Donc, je l'ai enlevé dans ma vie perso et même sur les réseaux. Parce que ça ne me correspondait plus du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, j'ai été accusée de tout, alors que tout ce que je faisais, c'était simplement me réaligner avec moi-même, avec mes valeurs. Et ça n'avait rien à voir avec la musique. Donc là, on me dit, ouais, non, mais en fait, tu vois, Manel, elle fait ça parce qu'il y a de la pression médiatique, il y a de la pression, donc elle a enlevé le turban. Alors que moi, si je l'ai enlevé, c'est simplement parce que personnellement, j'en voulais plus. Oui, c'est un choix personnel. Voilà, j'avais pas envie, j'avais plus envie, donc voilà, je voulais changer. Et la musique suit derrière. C'est dans ce sens-là, pas dans le sens inverse. Donc je fais ça, et puis je commence du coup forcément un petit peu à me détacher de ma famille, parce que je commence à plus avoir les mêmes repères. Et de là, je dessine une voie un petit peu différente. Je suis moins dans la religion, je suis plus spirituelle, je suis plus dans une vision, une vision apaisée des choses. J'ai pas envie d'être dans le conflit. Et là, je ralentis la cadence avec la musique parce que j'étais fatiguée. Psychologiquement, j'étais fatiguée. En fait, tu n'avais pas encore digéré toute... Ouais. Ça faisait que 2 ans. Ouais, c'est ça. J'étais fatiguée d'essayer de faire de la musique. Puis à chaque fois, en France, c'était compliqué. Ça marchait pas. Parce que c'était du boycott, c'était des gens qui disaient toujours la même chose. Ah ouais, mais les histoires. Et moi, ce que je voulais, c'était faire de la musique. Donc à un moment donné, j'ai envie qu'on me lâche la grappe et qu'on me parle de musique et pas de... Ouais, de pas de polémique, problème. bien sûr. J'en reviens à ton mari. Ce mariage-là que tu as fait, c'était un mariage d'amour ou un mariage de raison? Non, c'était amour. Puis c'était carrément même, je dirais, un peu ignorance. C'était un peu... on s'entend bien, j'aime bien, c'est chouette. Puis c'était surtout aussi pour échapper à ma vie, je me rends compte. C'est que j'en avais trop marre de la France. J'en avais marre de tout, de ma famille, de la France, de pas comprendre ce que je voulais vraiment. Et je me suis dit, comme je parle l'anglais, comme je suis douée dans le voyage, je vais aller vivre ailleurs. Parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais non, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Elle peut être artificielle. Et du coup, j'ai testé et puis j'ai vu que c'était pas ça. En fait, au lieu d'aller régler les problèmes dans moi, je voulais aller les régler ailleurs. Mais la vraie solution, c'était de faire une vraie thérapie, de me recentrer, de regarder à l'intérieur ce qui allait pas et de reprendre à zéro, mais pas d'échapper à mes problèmes. Non, mais on n'a pas forcément la maturité à ce moment-là. Ah ouais, non, mais j'avais quoi? J'avais 22 ans. J'arrivais pas à me rendre compte que j'avais énormément de travail à faire sur moi. Lorsque tu le quittes, tu es dans quelle étape psychologique? Je me disais, bon, c'est pas grave. Je me suis trompée. Allez, c'est pas grave, on va recommencer, on va faire autre chose. Voilà, je me disais ça. Pour pas me rendre triste. Ouais. Et puis ça a bien marché parce que j'étais pas forcément très 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 triste. J'étais plus en colère qu'autre chose. J'étais en colère contre moi d'avoir choisi de partir alors que c'était pas forcément la meilleure solution. Puis après, je m'en suis remise plutôt bien parce que j'étais active. Je faisais de la musique, je faisais des albums, je bougeais beaucoup. Donc j'ai pas vraiment eu le temps d'être triste. Pour toi, comment en tant que femme, on fait la différence entre aimer et être sous emprise? Pour moi, quand on aime, parce qu'aujourd'hui, je dirais que avec la vie que j'ai, c'est finalement, voilà, je suis arrivée à quelque chose de sain. Être aimé, c'est vraiment que l'autre te voit comme t'es, sans filtre, et que toi, tu le vois comme il est.
c'est qu'il n'y a pas de faux semblants. Et qu'on n'a pas peur de dire des choses, on n'a pas peur de faire des choses. Je sais que par rapport à ma famille, j'ai toujours eu peur de dire quelque chose ou de faire quelque chose parce que j'avais peur qu'on me critique, qu'on me dise c'est pas bien, ça va pas. Mais avec mon chéri, on est dans l'ouverture totale. Est-ce que tu avais peur, enfin, c'est une question là, j'y pense, est-ce que tu avais peur qu'on te critique par rapport à ta famille ou tu avais peur de les décevoir? Ça, c'est une super question. En fait, il y a des deux. C'est que quand je vais les décevoir, ils vont me critiquer. Donc, pour éviter le schéma, je faisais en sorte de ne pas les décevoir. Ou de faire des choses, mais de ne pas le dire, pour que rien ne se sache. Et puis comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, pas d'histoire. Et c'est vrai que ça, c'est très lourd. C'est très lourd, en fait, d'avoir un peu une sorte de double vie. Et je conseille ça à personne. C'est que, en fait, vraiment, hein, c'est un vrai conseil. Vivre dans la double identité, ça rend malade, ça fatigue. Parce que les parents, ils ont certes une idée de ce qu'on doit être ou de ce qui est bien, mais nous, on en a une autre. Et soit on assume pleinement, soit on fait comme ils veulent. Mais on ne fait pas entre-deux. Parce que l'entre-deux, c'est un chemin qui mène à rien, qui mène juste à la tristesse. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de personnes, de filles qui témoignaient comme ça, qui disaient « mais moi j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas, alors du coup je le fais pas, ou je le fais mais je leur dis pas ». Et je trouve que c'est une perte de temps de se cacher, d'avoir honte de soi-même. Parce qu'on n'a pas à avoir honte de soi-même. On est personne, enfin, on est justement quelqu'un et on a de la valeur. On n'a pas besoin d'avoir honte de ses propres choix. Ouais, c'est sûr. Après, les parents, ils sont là pour nous montrer la voie quand on est petit, parce qu'on n'a pas forcément de repères, on n'a pas forcément de maturité, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, on doit faire nos propres choix. Ouais. Et c'est souvent dur ce moment-là où on se détache des parents. Alors des fois, les parents, ils sont là, ils suivent. Hein. Ils suivent et puis ils sont d'accord et puis ils soutiennent. Ça, c'est génial. Mais quand les parents, ils sont pas du tout d'accord, mais que nous, on veut aller dans une autre voie, parce que c'est là où on doit être, on fait quoi? Et moi, pendant des années, j'étais dans un no man's land. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je fais de la musique? Est-ce que je fais pas de la musique? Est-ce que je fais de la musique, mais je dis pas trop? Ou est-ce que je dis que je fais de la musique, mais à côté que je fais un autre job? Et c'était un peu ça. J'étais tout le temps en train de trouver des petites subtilités pour faire comme si la musique, c'était pas important. Mais comment tes sœurs, elles ont vécu leur vie par rapport à ce poids culturel? Est-ce que Après, c'est le différent. vivent bien? Elles n'ont pas fait de musique et tout, donc elles avaient un chemin plutôt classique. C'est moi qui avais un chemin, on va dire, beaucoup moins classique. Hein. C'est pas courant de devenir chanteur, de faire des concerts. Voilà, ça change. C'est pas un 35 heures, 8h, 18h. Non, mais tu m'as dit, il y en a une qui est plus vers le dessin, par Oui, exemple. j'en ai une qui est plus vers le dessin. Mais le fait d'être connue, ça change tout. Parce qu'être connue, ça demande d'avoir une image qu'on traite, qu'on soigne, d'avoir une présence. Ouais, t'es un personnage public. C'est un personnage. Et quand t'es personnage public, forcément, ça a un impact sur tes relations avec les autres membres de la famille. Quand tu te sépares donc, avec ton mari, à ce moment-là, ça fait longtemps que tu t'es pas retrouvée toute seule. Ouais, et je me suis retrouvée toute seule en 2020. Je suis allée à Madère pendant 3 mois, parce que j'étais confinée en fait. Et là, j'ai lu Soufi, mon amour. C'est un livre incroyable. Et ce livre, il parle du poète Rumi. C'est un grand poète soufi qui est très inspirant parce que c'est un poète qui parle de l'amour, mais l'amour au sens général, global. Et moi, ça m'a beaucoup apaisée de me recentrer sur moi-même pendant 3 mois, d'écrire des chansons. J'ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle Freedom, Liberté. Et là, je me suis sentie à ma place, que je m'appartenais à nouveau, que j'étais pas à la merci des critiques médiatiques ou des critiques familiales. Et voilà, tu vois, me recentrer comme ça m'a apaisée. J'ai mis un petit peu de
de calme au-dessus de la tempête. Donc tu te sens guérie. Ouais, d'où je commence à écrire un album qui s'appelle Guérison. Tu dois faire face à une nouvelle polémique lorsque tu décides de retirer ton turban, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu t'attendais à cette polémique? Ben, je rentre en France et puis là, je me dis, ah ouais, ça reprend. Donc là, il y a tout qui reprend, des petites polémiques sur le foulard, sur le fait En fait, c'est... Au début, on me reproche d'être trop musulmane, après on me reproche d'être pas assez, donc au final, c'est jamais bon. Mais franchement, je le vis mieux. Je le vis mieux parce que j'ai fait tout le chemin entre ne plus le porter et accepter que la critique, elle sera là dans tous les cas. Parce qu'elle était là au début, elle est là à la fin. Ce qui compte au final pour moi, c'est que moi, je sais ce que je veux faire. En plus, ça y est, t'es blindée, hein. T'as l'habitude. Oui. Mine de rien. Je suis rodée, j'ai l'habitude. Alors que quand j'avais 20 ans, j'avais pas l'habitude, je connaissais pas. Donc maintenant, c'est bon. Je sais laisser les choses glisser. Donc les médias s'emparent une fois de plus de ton histoire. Comment ça se passe? Bon, c'est un peu... En fait, c'est un peu de tout. C'est pas que les médias, c'est plutôt les gens. Là, pour le coup, c'est les gens qui sont sur les réseaux. Dubitatifs. Ouais. Ah, mais pourquoi elle a enlevé le turban? Ah, mais elle a cédé. On a toujours le mot comme ça. Elle a craqué. En fait, on me considérait en guerre avec quelque chose et que comme si j'avais baissé l'arme et que je disais, voilà, ça y est. Alors qu'en fait, rien du tout. Moi, depuis le début de ma carrière, la seule chose que je veux faire, c'est faire de la musique et faire de la musique qui me correspond et trouver une identité artistique que j'aime, qui me parle. Et pour trouver cette cohérence entre ma vie personnelle et mon identité artistique, il a fallu que je passe par enlever mon turban parce que ça ne me correspondait plus. Je me sentais plus une artiste, je me sentais plus Ménel. Donc, il fallait que je passe par là. Et ça, je l'ai expliqué sur les réseaux pour dire aux gens que c'est un cheminement, c'est une quête. Ouais, c'est un cheminement, comme on disait, personnel. C'est Ménel qui parle, c'est pas la personne que les médias définissent, le personnage qu'ils ont inventé. Pour moi, il y a clairement un personnage qui a été inventé. Justement, est-ce que le fait de devenir, entre guillemets, l'objet des médias et des gens qui en réalité s'expriment à ta place, parlent de toi, de ta vie, de tes choix personnels, etc., sans que toi, tu puisses ne rien dire ou faire, c'est quelque chose qui t'a blessé? Au début, ça m'a blessée parce que je voulais qu'on me voie comme je suis vraiment. Et comme j'étais en plus de ça en quête de mon identité artistique, ça me mettait des bâtons dans les roues pour pouvoir dire aux gens, voilà, moi je veux faire ce type de musique, mon univers il est comme ça. Ça me freinait beaucoup. Donc j'étais en colère de ne pas avoir la capacité, la possibilité de m'exprimer sans être censurée. Et ça, en France, c'est dur, d'exister sans être censuré, sans être, sans qu'on t'invente un personnage. Il y a des moments où je veux juste te dire, mais en fait, juste écoutez-moi et regardez ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire, et pourquoi je fais les choses, et arrêtez d'inventer des paroles à ma place. Tes chansons abordent souvent des sujets forts et engagés. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche artistique et ce qui te pousse à écrire sur ces thèmes? Je dirais que c'est parce que c'est mon univers. J'aime bien la justice, j'aime bien l'amour, le respect, la douceur, et que la musique, ce soit qu'elle fasse réfléchir sur ce qu'on veut faire dans la vie. C'est vraiment mon fil conducteur, c'est de mener les gens à mieux comprendre eux-mêmes ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai galéré à trouver ce que je voulais faire dans ma vie et j'osais pas le vivre. Parce que j'avais peur qu'on me dise non, c'est pas bien, c'est pas ça. Et c'est super lourd d'avoir des chaînes comme ça qui tiennent et que tu as envie d'aller ailleurs, mais t'oses pas. Et en fait, le seul truc, c'est d'enlever les menottes et de dire c'est bon, allez, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Être militante pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, militante, ça veut dire défendre des idées qu'on considère fondamentales pour le bien-être,
pour l'équilibre d'une personne. Et moi aujourd'hui, si je devais être militante pour quelque chose, ça serait vraiment la liberté d'exister, d'être et d'oser être qui on veut sans qu'on soit censuré. Et pour toi, être féministe, c'est quoi? Pour moi, être féministe, c'est tout le monde qui peut être féministe. Hein. C'est pas propre aux femmes, c'est pas propre aux hommes, c'est propre à tout le monde. C'est de dire que la place de la femme a son importance, la place de l'homme a son importance, et qu'il est essentiel, fondamental, de respecter l'équilibre féminin sur tous les plans. Et d'autant plus que j'ai eu un enfant, je me rends compte à quel point la place de la femme, elle est centrale dans une société. On ne peut pas vivre sans que les femmes soient bien dans leur peau et qu'elles se sentent écoutées et respectées. Donc pour moi, si je définis le féminisme, c'est de remettre à sa place l'équilibre de la femme. Quel message tu souhaites transmettre à travers ta musique et tes actions? Je dirais que ma musique, c'est pour inspirer les gens à trouver leur chemin et à... En fait, j'aimerais bien que quand les gens écoutent ma musique, ils se disent ah ouais, ça me parle, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre l'initiative, de gérer ma vie et de réussir des projets, de trouver ma voie et puis de les réaliser. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis comme Monsieur Alexandre. En anglais, je suis un peu nul. For Middle East. For Middle East, ouais. C'est comme ça que ça se dit. Hein. Attends, je le fais mieux. For Middle East. Tu as désigné comme l'une des 30 personnes les plus puissantes de moins de 30 ans. Moi? Oui. Ah ouais? Ouais. Ça te fait quoi? En vrai? Oui. Je savais pas. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment inspirant, ça. Je savais pas. Ouais. Non, mais c'est Tu vas dingue. les regarder? Ouais, je savais pas, c'est bien parce que... Après, ce que je recherche aujourd'hui, c'est vraiment de prôner quelque chose qui est véridique à l'intérieur. Je déteste les imposteurs. J'aime pas qu'on dise quelque chose puis qu'on le fasse pas. Et moi, je voudrais que quand je vais sur scène, ce que j'incarne sur scène, c'est vraiment moi. Et pas que je sois dans un rôle. J'étais dans un rôle toute ma vie. Toute ma vie, j'étais dans un rôle avec ma famille, avec moi-même. Et ça, j'ai détesté de pas me sentir à ma place, de pas parler en mon nom, en mes pensées, en mes valeurs. Et je crois que si je peux être un modèle inspirant, ça sera très très bien si je suis juste inspirante parce que je suis vraie, authentique. Tu penses que ta famille, par rapport à ce que tu dis, elle prend mal là Enfin, elle le prendrait mal quand elle va écouter par exemple l'interview? Je pense que tu sais, pendant longtemps, je disais rien parce que je me disais mais de toute façon, si je parle, je vais décevoir, puis on va me dire pourquoi tu parles, un peu comme si j'avais peur. Mais je pense que sincèrement, si je dis des choses et que je ne blâme personne, que je suis pas dans la critique foncière et que ce que je dis c'est juste pour dire mon ressenti, je pense qu'il n'y a pas de mal. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je dis pas que je veux critiquer personne, je dis simplement que je n'ai pas ressenti de soutien et que j'avais besoin de soutien. Et que pour les gens qui sont dans la même situation, si demain, là, il y a une maman qui écoute et qui a une fille qui me ressemble un peu, et je voudrais qu'elle se rende compte, qu'elle se dise « Ah ouais, peut-être il faut que j'écoute ma fille. Peut-être il faut que je fasse attention à elle et que je lui dise comment je peux t'aider, pourquoi tu as ces rêves-là, qu'est-ce qui t'anime dans tes rêves ?» Donc finalement, quand je dis tout ça, c'est pas pour descendre ma famille, mais jamais de la vie. C'est plutôt pour aider et inspirer des personnes qui sont dans le même cas à trouver une voie sereine. Comment tu as vécu les polémiques et les critiques? Bon, je connais un peu la réponse et je pense qu'on la connaît toutes, mais comment tu as vécu ces polémiques et ces critiques auxquelles tu as dû faire face? Je sais pas, franchement.
je me suis beaucoup rattachée après à Dieu. J'ai beaucoup prié, j'étais beaucoup dans la résilience. Et j'essayais de me dire que c'est pas grave, que tôt ou tard il y aura une issue. Ouais. De relativiser au maximum. Alors peut-être que tu m'as répondu, mais peut-être que tu vas me dire autre chose. Comment tu as réussi à trouver la force de te relever après toutes les épreuves que tu as traversées et comment tu as continué à avancer dans ta carrière? Mais je crois que c'est l'espoir que j'ai une voie qui est tracée et puis qu'il faut que je m'y tienne. Tu vois, la musique, c'est grand et il y a comment j'utilise cette musique, ce talent, cette voix pour que moi, en tant qu'individu, moi, Ménel, je puisse être heureuse. Et c'est l'espoir de trouver ce bonheur, cet équilibre qui fait que je continue. Parce qu'à chaque fois, il y a des signes et ça ne trompe pas. À chaque fois que j'ai voulu arrêter ou que je me disais non, là, c'est bon, j'en ai marre, je ne vais plus faire de concerts, je ne vais plus faire de musique, il y avait un truc qui arrivait et qui me remettait dans la motivation d'aller chanter. T'es croyante? Ouais. Tu crois en Dieu? Ouais. Ouais, oh bah ça, tu vois, je le dis sans gêne parce que je pense que c'est pas une honte, il n'y a pas de gêne à dire qu'on a une force spirituelle qui nous anime. Au contraire, moi, c'est ce qui a fait que j'ai été sauvée à plusieurs fois. Plusieurs reprises, je me suis sentie au bout et Dieu m'a sauvée. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui peine à s'accomplir et à trouver sa voie? Écoute-toi, franchement, écoute-toi et puis fais confiance à Dieu. Fais-toi confiance. Il n'y a que soi-même, en soi, qu'on trouve les réponses. Et c'est quand je me suis posée avec moi-même et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Punaise, c'est incroyable. Je tourne autour du pot depuis des années, mais au final, je veux quoi? Et bien là, j'ai eu des réponses. C'était pendant les 3 mois de confinement? Ouais, quand j'étais en confinement. Et là, après l'accouchement, il y a eu un renouveau. Parce qu'en fait, à chaque étape de la vie, j'ai remarqué, j'ai un peu comme des checkpoints de bon, alors qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève et c'est quoi la motivation? Et aujourd'hui, ma motivation, elle a changé. C'est mon fils, c'est mon chéri, c'est ma vie de famille. Et aujourd'hui, je suis extrêmement motivée pour que je puisse avoir une famille qui soit épanouie, parce que je suis épanouie dans mon métier. Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes dans ton parcours? Je dirais peut-être que j'aurais pu faire de la musique plus tôt. Si je retourne en arrière, je serais allée au lycée et j'aurais pas fait mon bac scientifique, j'aurais fait un bac musical ou quelque chose en lien avec la musique, ouais, pour avoir plus de techniques, plus d'outils. T'as fait un bac scientifique? Ouais. Mais t'aimais pas les maths? Et je détestais les maths et j'ai fait scientifique, physique, chimie en anglais. J'ai pris ça parce qu'il y avait de la physique en anglais. Et comme j'aimais les planètes... Ouais, c'est vrai que c'est... Donc il y a juste ce fait-là que t'aies pas fait de musique à... Ouais, je pense pour avoir un peu plus de technique. Okay. Ouais. Et puis l'autre chose, ça serait de... je sais pas, peut-être de plus parler. Parce que je parlais pas beaucoup. Étrangement, j'ai été très extravertie dans mon attitude jusqu'à aujourd'hui. Très extravertie, je rigole. Mais je parlais pas des choses fondamentales, des choses qui vraiment me touchaient. Et à refaire, j'aurais peut-être parlé plus à ma famille de mon souhait de faire de la musique. Mais encore une fois, après, on peut pas refaire le monde. Mais si jamais là, il y a une petite jeune qui a 14 ans qui écoute, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, il faut aller en parler. Même si tu pleures, même si tu as peur, il faut aller en parler. Surtout que les parents sont normalement là pour... Bah oui, les parents, ils sont là. Et puis surtout, plus tôt on en parle, plus tôt on trouve une solution pour vivre les passions, pour vivre au mieux le rêve de ta vie. T'as des amis dans la musique? Des amis? Oui, des musiciens. Ouais, des gens qui jouent, qui chantent. Ça, c'est génial. Parce qu'on est dans la même bulle, le même délire. Et par exemple, des gens comme Zazie, tous ceux que tu as vus, les Mika et tout, tu es toujours en contact avec eux? Non, pas spécialement, non. T'as personne de un peu médiatique dans tes amis? Non?
Si, bah après des personnes, des artistes. Ouais. Ouais, si, des artistes, des rappeurs ou des chanteurs, des musiciens. Et alors, ils sont où les morceaux? Bah là, du coup, c'est ça qu'on relance. On est en train de, avec mon manager, on est en train de tout relancer là. On s'est dit, on va partir sur des projets. Mais nous, c'est vraiment des projets. Je préfère rester plus à l'étranger qu'en France, Ok. sincèrement. T'es plus épanouie artistiquement Ouais, en je tout suis cas. plus épanouie ailleurs qu'en France. Je pense que c'est un petit peu aussi normal parce que avec tout ce que j'ai vécu, la France, c'est une grosse blessure. Donc là, tu vois, j'étais à Dubaï, je me sentais mieux. J'étais en Jordanie, je me sentais bien. En fait, tu te sens pas jugée. Bah, je me sens juste considérée pour ce que je suis en train de proposer. C'est-à-dire, j'arrive, je chante, on me parle de musique, tu vois, on ne parle pas d'autre chose. Hmm. On me parle de l'essentiel. Quand on t'a appelé, ça t'a fait bizarre ou pas? Pour Pour faire l'émission? Non, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, je suis vraiment dans un état de résilience. Je m'en fous, je dis les choses. J'ai pas de gêne à raconter mon histoire parce que pour moi, ça y est, elle est passée. Et aujourd'hui, je me focalise sur la musique, sur ce que je suis en train de créer artistiquement avec mon équipe. Ma foi, en France, on veut écouter, on veut pas écouter, c'est pas grave. Mais je sais que les gens qui sont en France et qui m'aiment, ils vont me suivre, que je sois en France, à Dubaï ou je ne sais où. Ils seront là, la musique, ils l'écouteront quoi qu'il arrive. Et les autres, c'est pas grave. Je fais pas de la musique pour tout le monde. Je fais de la musique pour les gens qui veulent m'écouter. Tu vois, toi, une différence de traitement médiatique entre les médias en France, sur ta personne ou sur d'autres artistes ou Et les médias ailleurs? Ouais. Ah bah oui, parce que quand je fais des interviews ailleurs, bah, tout de suite, on va me parler du concert, de l'événement, je sais pas moi, de ce qui s'est passé sur scène. Enfin, en fait, c'est vraiment artistique. Il y a rien. On va me parler de moi, ma tenue, l'événement, mais rien de médiatique. Rien de polémique. Non. Et quand tu vois justement les débats qu'il y a actuellement en France, enfin, je sais pas si tu les regardes. Bah, je suis déconnectée. Déconnecté, ouais. Je t'avoue, là, je déconnecte, mais c'est volontaire, hein. Volontairement, je déconnecte parce que j'ai envie de garder mon esprit sur ce que je suis en train de construire. Je suis trop sensible. Et quand je vois des infos d'actualité, ça me perturbe et j'arrive plus à travailler. Mais je sais clairement qu'il y a un climat sous tension en ce moment en France, ouais. Est-ce qu'il y a une personne que tu verrais assise à ta place? Une femme? Une femme, je dirais... attends. Ouais, bah moi j'aime bien, je sais pas, Nawal Madani. J'aime bien les humoristes. Ouais. Ils me font... Je sais pas, j'aime particulièrement les humoristes parce que je trouve que c'est important le rire dans la vie. Faut prendre les choses à la légère. Et en plus, on peut parler de sujets profonds tout en ayant une pointe d'humour. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend si on s'appelle Guillaume Meurice ou pas. Je rigole. Est-ce que tu as un dernier mot? Je dirais... ouais, bah... tous ceux qui aiment bien ma musique, bah, qui restent là, qui m'écoutent, qui suivent. Et puis ceux qui n'aiment pas, en fait, ceux qui espèrent, pardon, que je vais changer ou que je devienne quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas la peine d'écouter. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de... Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être entourée d'une communauté stressante et qui est négative. Aujourd'hui, je parle à tous les gens qui sont dans un bon mood et qui veulent avancer dans leur vie, aux femmes qui veulent faire des projets, qui veulent être des guerrières, quoi, des femmes accomplies, des hommes pareils accomplis qui veulent aider la société à grandir. Donc tous ces gens-là, vous êtes les bienvenus, welcome. Merci. Il faut que ça bouge dans la ville.